avoir un petit This message. meeting is being recorded. Voilà. Alors, au programme de ce webinaire, donc après ma courte introduction, on aura une présentation du réseau des tiers-lieux Grand Est et des lieux qui sont des acteurs de proximité incontournables et qui agissent pour l'inclusion numérique. Et donc, ça sera présenté par Stéphane Gonzalez. Donc, Stéphane, bonjour. Tu auras l'occasion de le présenter dans un instant et de te présenter plus précisément. En tout cas, on a vu que ton micro fonctionnait, donc ça, c'est super. Ensuite, on aura une présentation de l'inclusion numérique au sein de deux tiers-lieux assez différents. Le Numéripôle, pardon, à Bras-sur-Meuse, donc plutôt en zone rurale, représenté par Loïc, donc qui interviendra en premier. Et puis ensuite, la présentation du tiers-lieu La Fabrique des Possibles, dans un autre univers. Mais on verra qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi des, euh, un accompagnement différent sur l'inclusion numérique. Et donc ça, c'est Stéphane Gonzalez qui reprendra la main, Stéphane Gonzalez, directeur de la Fabrique des Possibles. Et moi, ensuite, je vous présenterai en tant que représentant de WeTakeCare, et donc on est l'association derrière les bons clics. Je vous présenterai quelques outillages pour initier et animer une offre d'inclusion numérique dans un tiers-lieu. J'ai vu que ça allait être particulièrement utile pour une dame qui s'est présentée au début et qui cherche à créer un tiers-lieu pour la Fédé, voilà, donc Karine, en Moselle. Et j'espère pour d'autres, évidemment, que ces ressources vous seront utiles et tous ces temps d'échange. Et donc ensuite, on aura justement des temps de questions-réponses où vous pourrez, euh, voilà, vous pourrez à ce moment-là intervenir. Je présente rapidement le Hubest, puisque ce webinaire est organisé dans le cadre de ce hub en fait, de l'inclusion numérique. Donc, pour rappel, un hub de l'inclusion numérique, c'est un dispositif de la Banque des territoires qui a pour objectif d'animer l'écosystème de l'inclusion numérique et d'accompagner des projets en région Grand Est. Donc, ce webinaire fait partie de cette offre de services. Ce hub en particulier est coporté par quatre structures, donc Emmaüs Connect, la Ligue de l'enseignement Grand Est, POP et enfin WeTakeCare. Nous, WeTakeCare, donc nous sommes une association, nous mettons en fait les opportunités du numérique au service du plus grand nombre à travers trois grands axes en fait. D'abord, nous développons des solutions numériques pour faire du numérique une chance pour tous. Vous connaissez peut-être la plateforme Les Bons Clics. C'est une plateforme qui regroupe aujourd'hui plus de 80 000 aidants numériques, en fait professionnels et bénévoles de la médiation numérique. Et l'objectif est d'outiller en fait cette communauté à accompagner les publics en fragilité numérique avec un ensemble de ressources pédagogiques et puis des outils qui sont tous libres d'accès, des diagnostics, une cartographie, euh, également un média, des articles pour initier des nouvelles manières d'accompagner aussi vos publics et pour vous outiller. Et voilà. Nous avons également une démarche de conseil auprès des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. En ce moment, par exemple, nous accompagnons des structures dans la structuration, doublement structure, mais de leur feuille de route pour l'inclusion numérique dans le cadre de France Numérique Ensemble. Enfin, nous avons une activité de sensibilisation à travers des décryptages, des débats, des webconférences, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, sur des thématiques donc, comme celle d'aujourd'hui sur les tiers-lieux et la mise en œuvre de l'inclusion numérique dans ces lieux de proximité. Nous avons également un média, le média Les Bons Clics, sur lequel nous interviewons justement des acteurs des différents écosystèmes ou sur les différentes verticales comme l'inclusion financière ou l'insertion professionnelle ou d'autres thématiques qui peuvent toucher et avoir attrait à l'inclusion numérique. L'objectif du webinaire, c'est vraiment de mettre en lumière en fait, les tiers-lieux en Grand Est sous le prisme de la médiation numérique. Donc pour ça, on a la chance d'avoir deux intervenants qui vont nous présenter leur tiers-lieu. Et puis, nous avons aussi un des intervenants qui est aussi membre du collège du réseau tiers-lieu Grand Est, et donc qui vous fera au début un panorama en fait, de l'écosystème en Grand Est de ces tiers-lieux. Et ensuite, donc, on rentrera plus sur la mise en œuvre en fait, de l'inclusion numérique dans ces deux tiers-lieux, un qui est plutôt situé en QPV et l'autre en zone rurale. D'ailleurs, le premier sera celui, le Numéripôle à Bras-sur-Meuse. Voilà. Et donc ensuite, il y aura une deuxième partie, enfin une troisième partie plutôt du webinaire,
autour de l'outillage grâce à la plateforme Les Bons Clics, quelques ressources pour mettre en place un projet d'inclusion numérique dans un lieu, dans sa commune. Rapide panorama, et après je te laisse la parole, Stéphane, de la fracture numérique en Grand Est, histoire de repartir d'un constat un peu commun et donc issu d'une analyse de l'INSEE. Ce support vous sera donné. Mais en fait, une personne sur six est en difficulté face au numérique en Grand Est. Ça représente 800 000 habitants âgés de 15 ans ou plus, et notamment qui n'ont pas utilisé Internet dans l'année ou qui rencontrent des difficultés dans l'utilisation de base des outils numériques, selon une étude de 2022. C'est multifactoriel, que ce soit évidemment l'âge. 41% des personnes âgées de 60 ans ou plus sont en situation d'électronisme. Donc l'âge reste un principal déterminant de l'électronisme sur la région. Mais pas seulement, c'est aussi dû aussi au diplôme. 35% des diplômés dans la région sont en situation d'électronisme et la proportion est divisée par deux dès lors qu'on a un BEP ou un CAP. L'isolement est aussi un facteur pour l'électronisme. Les personnes vivant seules peuvent souvent disposent moins d'Internet et ont moins recours quotidiennement à ces outils. Et enfin, la ruralité. 39% des Grands Estois habitent en zone rurale et dans ces zones rurales, l'électronisme est plus fréquent du fait de l'éloignement des pôles économiques, des pôles universitaires, des accès à des bibliothèques et peut-être quand on se situe tout simplement en zone blanche et qu'on n'a pas accès aux connexions. Et donc, finalement, l'objectif de la médiation numérique et ce pourquoi vous œuvrez tous, c'est d'engager les publics vers l'autonomie numérique. Et pour cela, nous, chez WeTaker, les rôles en fait des structures se répartissent. Soit une structure dispose d'un rôle, soit elle en dispose de plusieurs. Donc, il y a des structures qui vont accueillir, proposer des lieux d'équipement, de connexion aux usagers du territoire, sans pour autant les accompagner sur ces outils-là. Il y a des lieux où ils vont sensibiliser et informer les publics, donc ça va être un premier pas. Ils vont les informer sur les démarches en ligne, ils vont lever les freins courants, ils vont donner un petit coup de pouce, parfois faire à la place d'eux aussi. Vous avez des structures où on va aller un peu plus loin, on va aller jusqu'au diagnostic des besoins des publics, diagnostic de leur niveau sur leurs compétences. Et puis il y a des lieux où on va faire de l'accompagnement, où on va proposer différentes formes d'appui en fonction des besoins et des démarches. Donc là, parler de l'assistance, mais il y a des lieux dans lesquels on va aller plus loin. On va commencer à former les publics, soit de manière ponctuelle, soit de manière sur des parcours de formation pour les emmener vers l'autonomie. Et puis, on peut aussi être un lieu où on va orienter les publics. Et l'idée donc est de se coordonner entre structures sur un territoire pour savoir qui fait quoi et pouvoir orienter les publics vers les bons accompagnements. Et tout ça, c'est à optimiser avec un partage d'outils, avec une coordination des offres pour finalement démultiplier l'impact du réseau et emmener les usagers vers les bons accompagnements et vers une autonomie sur le numérique. Et puis, il y a des lieux qui font un peu tout, ou qui font tout partie. Et on verra que ce qui est assez puissant finalement chez les tiers-lieux, c'est cette capacité à pouvoir être sur tous les volets et une facilité d'orientation du fait de la pluralité des offres disponibles au sein d'un tiers-lieu. Voilà, donc j'ai finalement assez parlé et Stéphane, tu es directeur de la Fabrique des Possibles et également membre du collège du réseau Tiers-Lieux Grand Est. Et donc à ce titre, tu vas nous faire une première présentation sur les tiers-lieux en Grand Est. Bonjour. Merci Jean-Alexis, bonjour à toutes et tous. Un petit salut d'ailleurs aux copains des tiers-lieux qui sont aussi présents, là j'ai vu dans le chat, merci à ceux qui sont présentés, et bonjour aussi à Loïc, ça fait plaisir aussi de se voir là. Donc effectivement, je suis le directeur de la Fabrique des Possibles, qui est un tiers-lieu dédié au numérique, basé à Vendeuvre-les-Nancy, et je suis également membre du collège du réseau des tiers-lieux en Grand Est. Donc sur cette première partie, je vais vous parler au nom du réseau, pour vous présenter la dynamique des tiers-lieux dans notre région.
Donc, le réseau Tiers-Lieux en Grand Est est une association collégiale qui a été créée en 2021 avec l'objectif de pousser, de développer, d'enrichir la dynamique des tiers-lieux dans la région. C'est aujourd'hui près de 80 adhérents. On a des tiers-lieux, bien sûr. On a aussi des structures, des partenaires, des individuels aussi, hein, des personnes individuelles qui peuvent adhérer au réseau pour contribuer à son développement. On organise un grand nombre d'activités, d'événements toute l'année, des rencontres régionales à peu près 3 fois par an. Ça permet aux tiers-lieux de se rencontrer, aux facilitateurs, aux animateurs des tiers-lieux de se réunir, de partager leurs sujets, leurs problématiques, et puis de faire connaître aussi le réseau, les tiers-lieux auprès de notre écosystème. Donc voilà, c'est thématisé à chaque fois en fonction du lieu qui nous accueille. Ça permet aussi de faire un peu le tour des lieux, et c'est assez chouette de voir un peu la dynamique des lieux ici ou là. On avait fait une rencontre notamment au Numéripôle à Bras-sur-Meuse, et c'était assez intéressant de voir comment Bras-sur-Meuse et le Numéripôle déployaient des activités sur le numérique. On est aujourd'hui financé par l'ANCT qui pilote un programme pour faciliter le développement des réseaux de tiers-lieux sur toute la France. Aujourd'hui, toutes les régions sont couvertes par un réseau de tiers-lieux. La région Grand Est, la Banque des Territoires, France Active, et on est membre de France Tiers-Lieux, qui est l'association nationale qui fédère les réseaux régionaux. Donc tout ça est aujourd'hui assez bien structuré sur le territoire national. Alors, je vous le disais, c'est une association collégiale. C'est un peu particulier. On n'a pas un fonctionnement classique des associations avec un conseil d'administration. On n'a pas de président, on n'a pas de trésorier, on n'a pas de secrétaire. On a un collège qui est un collège de direction qui se réunit tous les mois pour prendre des décisions collégialement, collectivement, sur la poursuite du développement de notre réseau. On a construit au niveau du réseau des tiers-lieux en Grand Est une feuille de route lors de la création de l'association. Donc on a un plan d'action assez détaillé avec des budgets en face, et le collège est chargé du pilotage global de l'association. Donc vous voyez là les membres du collège du réseau des tiers-lieux en Grand Est, et c'est ouvert à tout tiers-lieu qui a envie de s'investir un peu plus et rentrer dans la direction du réseau. En termes de fonctionnement, donc on a un fonctionnement hybride aujourd'hui avec d'un côté 2 salariés que vous voyez ici, Emma et Priscilla, qui sont chargés des missions support, qui sont chargés d'accompagner les groupes de travail dans leur fonctionnement quotidien. Et puis donc on a des groupes de travail qui se déclinent en fonction de la feuille de route qu'on a définie ensemble. Et dans ces groupes de travail, on a des contributeurs. Donc ça peut être des membres des réseaux, des membres des tiers-lieux, ça peut être aussi des contributeurs individuels qui vont contribuer sur l'ensemble des groupes de travail et qui vont pouvoir être rémunérés pour ce travail. Donc ça, c'est assez intéressant. On est sur un budget contributif, c'est-à-dire qu'on a un budget global au niveau du réseau, et pour rémunérer en fait les contributions, rémunérer le travail que les uns et les autres peuvent apporter pour le développement du réseau, et bien ensuite ils peuvent être rémunérés, facturer au réseau leur contribution. Donc ça, c'est assez utile, et c'est un fonctionnement assez original et qu'on apprécie, puisque ça permet ensuite aux membres du réseau de dégager un peu de temps, puisqu'ils sont rémunérés pour ça, pour pouvoir développer le réseau. On a donc plusieurs groupes de travail. Un groupe accompagnement qui va se charger d'accompagner les porteurs de projets de création de tiers-lieux. On a différents formats. On a des webinaires d'information collective à peu près tous les mois. Et puis on a un format qui s'appelle la boussole, où les porteurs de projets vont pouvoir être accompagnés individuellement par un autre tiers-lieu. Et on a défini une petite méthode pour accompagner ces porteurs de projets. On a un pôle formation avec une formation qui s'appelle Piloter un tiers-lieu, qu'on met en place avec le réseau, la Compagnie des tiers-lieux, le réseau des Hauts-de-France. Une formation qui démarre cette semaine sur le pilotage de tiers-lieux, une formation qualifiante. On a un groupe représentation qui se charge des contacts avec les institutions. Donc il y a des rencontres très régulières avec la région Grand Est et puis l'État, la préfecture de région. Un groupe communication donc, qui développe tous nos supports. Le groupe Faire Communauté, là, c'est tous les aspects de rencontres, à la fois les webinaires, les rencontres régionales, les rencontres départementales aussi, puisqu'à l'échelle des départements,
On organise aussi des petites coordinations, des rencontres pour mieux se connaître et partager nos sujets. Le groupe documentation, lui, se charge de documenter les projets. C'est un point important dans l'éthique, dans la culture des tiers-lieux, de documenter ce qu'on fait. On s'appuie notamment sur la plateforme qui s'appelle Movilab, movilab.org, qui est aujourd'hui la plateforme de référence. C'est un wiki, en fait, qui permet de référencer les projets, le fonctionnement. Enfin, ça référence beaucoup d'aspects du fonctionnement des tiers-lieux aujourd'hui. Et puis gestion coordination, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de gestion. On a des copains dans les tiers-lieux qui ont pris la peine de se charger de cette tâche un peu ingrate, mais indispensable. Donc voilà, on a donc 2 salariés et en plus un fonctionnement par groupe de travail, et chaque membre du réseau peut s'investir dans l'un ou plusieurs groupes de travail s'il le souhaite. Donc les tiers-lieux aujourd'hui en Grand Est. Alors les tiers-lieux, c'est quoi? C'est une vaste question qu'on se pose un peu toujours, qui n'est pas toujours simple à résoudre, parce que les tiers-lieux, c'est une très grande diversité d'activités, de lieux même. On peut avoir des lieux qui font quelques dizaines de mètres carrés ou quelques dizaines de milliers de mètres carrés. On peut avoir des lieux en ruralité, en zone urbaine, qui vont pouvoir toucher pas mal de dynamiques différentes. Alors, nous, ce qu'on va qualifier de tiers-lieux, en tout cas un peu les caractéristiques clés, c'est l'idée d'entreprendre, l'idée de faire des choses dans un territoire. L'ancrage est super important sur nos lieux. L'idée, c'est vraiment de travailler en proximité sur un territoire donné, de faciliter la mise en lien, l'émergence de communautés d'acteurs locaux qui vont travailler ensemble, qui vont mutualiser des moyens, qui vont mutualiser des ressources et porter des projets. On a aussi dans notre ADN l'idée d'expérimenter, l'idée d'innovation sociale. Ça, c'est un point super important. On va privilégier le faire soi-même, les pratiques du faire. On va essayer d'être tout de suite dans le concret, tout de suite dans l'expérimentation, de tester un peu des choses, de voir si ça fonctionne ou pas, et voilà, d'être vraiment dans quelque chose de très concret. L'idée aussi, c'est la libre contribution. Donc, on laisse nos membres, les participants au sein d'un tiers-lieu, de contribuer au fonctionnement du lieu, de développer leurs projets individuels, leurs projets collectifs, de s'accrocher à d'autres projets, et surtout de s'investir dans la programmation du lieu, dans l'animation, la gestion du lieu. Dans les tiers-lieux aussi, vous allez en général avoir une hybridation des activités, c'est-à-dire des activités assez différentes, et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est ce qui va distinguer un tiers-lieu d'une association classique, dans le sens où on va avoir parfois du numérique, parfois des gens qui vont travailler sur la transition écologique, parfois un incubateur ou quelque chose autour de l'entrepreneuriat, parfois des dimensions très sociales, avec un accompagnement social ou des travailleurs sociaux. Enfin voilà, on peut avoir vraiment une mixité d'activités et du coup une mixité d'usages et des collaborations qui s'enrichissent grâce à cela. Et puis enfin, dans un tiers-lieu, l'idée aussi, c'est d'avoir un accueil inconditionnel, c'est ouvert. Donc si vous avez un tiers-lieu à côté de chez vous, allez-y, faites toc-toc, rentrez, vous allez voir, vous serez accueillis. Et l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un espace de convivialité, de sociabilité, pour faciliter les échanges informels, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est là où c'est le plus intéressant. Et donc, on essaye de gérer de l'imprévu. Et qu'à un moment donné, ça puisse frictionner entre différentes activités, différentes personnes qui peuvent venir avec des intérêts différents dans le lieu, mais qui à un moment donné vont pouvoir se retrouver. Les tiers-lieux aujourd'hui, donc vous avez une carte sur le site de la région Grand Est qui a développé un label tiers-lieux en Grand Est. Et avec le réseau tiers-lieux Grand Est, on travaille à la cartographie des tiers-lieux, qui soient labellisés ou pas d'ailleurs. Donc vous allez retrouver sur la carto l'ensemble des tiers-lieux référencés. Ça continue à bouger, donc c'est une cartographie assez dynamique. On dénombre à peu près 130 tiers-lieux au mois de février en région. À l'échelle, cette fois un peu plus nationale, pour vous présenter un peu la dynamique, on est en forte croissance. On était parti en tout cas, il y a un premier rapport national d'évaluation qui avait été mené en 2018 et qui référençait 1800 tiers-lieux. Et pour 2023, l'Observatoire des tiers-lieux référence 3500 tiers-lieux. Donc vous voyez que c'est une dynamique assez importante.
Pour un tiers d'entre eux, ils sont en milieu rural, donc on voit que c'est des acteurs de proximité. Hein, on n'est pas seulement dans des zones urbaines. C'est des structures économiques qui peuvent être hébergées dans les lieux. Hein. Il y a parfois des chantiers d'insertion ou même des entreprises ou des entrepreneurs individuels qui sont hébergés dans un lieu. C'est à peu près 25 000 emplois qui sont créés dans les lieux. Et puis, dans la majorité des cas, les lieux sont vraiment impliqués dans la vie locale et impliqués dans l'action publique. Donc, il y a des partenariats, des collaborations qui sont nouées avec le PCI sur lequel on est situé ou d'autres acteurs à l'échelle locale pour ancrer encore une fois le lieu dans son territoire. Aujourd'hui, c'est donc, je ne vous sors pas tous les chiffres, hein, mais voilà, il y a plusieurs millions de personnes qui viennent quotidiennement, enfin qui viennent annuellement assister à un événement dans un lieu, parce qu'il y a des lieux qui ont une programmation culturelle, par exemple. Il y a des lieux qui ont du coworking, qui proposent du coworking, donc il y a des gens qui viennent très régulièrement y travailler. Il y a des lieux aussi qui sont très orientés sur la transition écologique. Vous allez retrouver des recycleries, vous allez retrouver des jardins partagés, des ressourceries, enfin voilà, tous ces aspects-là de lieux de proximité, des AMAP par exemple, c'est aussi un classique aussi dans les lieux, d'avoir voilà, des lieux qui sont impliqués sur cette question de la transition écologique. Et puis c'est des lieux de formation. On va notamment avoir des liens avec des organismes de formation qui vont pouvoir proposer dans le lieu des formations professionnelles, ou bien la formation par le faire. Je pense que Loïc en parlera tout à l'heure avec leur Super Fab Lab, où voilà, on apprend à faire des choses. Et il y a vraiment l'idée de s'investir dans l'apprentissage. Alors, le numérique et les tiers-lieux, c'est une histoire ancienne. Hein. Dans cette dynamique des tiers-lieux, il y a dès l'origine, en fait, une culture numérique importante, puisque les tiers-lieux, ça vient de plein d'idées différentes, plein de cultures différentes, mais entre autres de la culture des Fab Labs, de la culture des hackerspace qu'on trouvait aux États-Unis ou même en Europe dans les années 70-80. Donc voilà, il y a cette idée de l'apprentissage par le faire, de la fabrication numérique, de l'investissement sur les outils numériques, de l'appropriation de ces outils. Donc aujourd'hui, dans la moitié des tiers-lieux numériques, on va retrouver de l'inclusion numérique, des ateliers d'éducation populaire, de la fabrication numérique. Un quart des lieux donc, ont des activités de type Fab Lab. Et puis, on va pouvoir aussi retrouver des choses un peu moins développées, mais qu'on va retrouver aussi sur de la production. Hein, dans certains tiers-lieux produisent des petites séries, de l'incubation de projets numériques, ou encore des ateliers low-tech. Donc là, c'est un peu plus poussé sur les aspects de fabrication numérique. Dans le Grand Est, on a 20 tiers-lieux qui ont un conseil numérique, 48 tiers-lieux qui ont une activité en lien avec le numérique. Encore une fois, ce n'est pas toujours uniquement numérique, puisqu'il y a vraiment l'idée d'hybrider les activités, mais il y a une cinquantaine de lieux qui ont au moins une part importante d'activités autour du numérique ou d'activités autour de la fabrication numérique. On va retrouver ces lieux à la fois en zone rurale, dans les quartiers prioritaires. On va les retrouver dans un peu toutes les configurations urbaines ou rurales en région, avec des activités que vous connaissez. Et puis, Jean-Alexis en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure. On a à la fois de l'accompagnement individuel ou des ateliers collectifs sur les apprentissages autour du numérique. On va travailler aussi sur la question de la sensibilisation aux bons usages du numérique, avec des ateliers parents-enfants sur les questions de famille numérique, les ateliers à travers les Fab Labs pour apprendre à faire soi-même, de la sensibilisation autour des médias, et puis un volet d'accompagnement à l'entrepreneuriat numérique, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas d'appui du numérique dans le cadre de l'entrepreneuriat. Puisqu'aujourd'hui, sans numérique, vous allez difficilement développer votre entreprise. Donc, il y a aussi des lieux comme le nôtre, ici à la Fabrique des Possibles, où on accompagne aussi des porteurs de projets de création d'entreprise sur les aspects numériques.
On travaille avec plein de structures différentes, ça va dépendre de nos territoires. Ça peut être l'éducation nationale, ça peut être un centre social en proximité, ça peut être un service municipal, ça peut être d'autres associations qui vont pouvoir venir aussi utiliser le lieu ou contribuer ou devenir partenaire du lieu pour développer certains axes d'activité. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation complète. On va pouvoir passer à Loïc qui va nous présenter le Numéripôle à Bras-sur-Meuse. Donc encore merci. Quelques liens pour pouvoir suivre le réseau des tiers-lieux Grand Est. Déjà, il y a le site internet. Vous avez également le QR code, les différents QR codes pour LinkedIn, Twitter et Facebook. Et puis vous avez donc l'adresse mail mobilisation @tiers-lieux-grand-est.org. Et donc pour cette première présentation un peu large sur les tiers-lieux, eh bien, maintenant je vous propose de rentrer justement dans la mise en œuvre de l'inclusion numérique au sein d'un tiers-lieu, donc qui a déjà été cité plusieurs fois et qu'on a donc le plaisir d'avoir Loïc qui est animateur multimédia dans ce tiers-lieu. Bonjour Loïc. Bonjour, je pense que vous Euh, m'entendez bien, oui, c'est bon. oui, on t'entend bien. Eh ben, impeccable. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Loïc, donc, je suis animateur multimédia justement au Numéripôle, qui est une association que je vais vous présenter un petit peu après. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce tiers-lieu, les actions que vous menez en matière d'inclusion numérique et les besoins des publics que vous accompagnez? Ouais, bah, ça va être la slide d'après, c'est impeccable. Alors, pour venir un petit peu à la présentation voilà, du Numéripôle en lui-même, c'est une association qui a été créée en 2011 et donc qui est située dans les locaux de la mairie de Bras-sur-Meuse. Donc, pour poser le contexte, Bras-sur-Meuse, c'est un petit village de 750 habitants à 5 minutes de la plus grande ville à côté qui est Verdun. Donc, c'était créé à l'initiative du maire de l'époque, monsieur Didri Julien, qui, lui, est un féru de numérique, il est vraiment à fond dedans, et cetera. Et en 2011, on parlait de fracture numérique, on en parle d'ailleurs toujours maintenant. Et bah, le numérique commençait à se développer, connexion internet, et cetera. Et bah, la problématique qu'on avait, c'est que, bah, il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas utiliser ces outils. Donc le maire de l'époque a voulu mettre en place un espace de formation. Donc à la base, on était simplement un EPN, un espace public numérique, avec un espace de formation. Et l'objectif principal, donc, c'était forcément de réduire la fracture numérique avec la création du pôle de formation, avec des formations qui sont dédiées à la population. Donc c'est vrai que là, on parle de tiers-lieux, et cetera, mais à l'époque, les tiers-lieux, bon, on n'en parlait pas encore vraiment. Le Numéripôle, vous allez voir, est devenu au fur et à mesure un tiers-lieu, mais à la base, c'était pas du tout ça. Donc voilà, au fur du temps, en fait, on a un petit peu fait évoluer nos activités pour un peu se diversifier. Alors pourquoi? Parce que qu'on a créé l'association, et cetera, on s'est dit: «Bah, peut-être au bout d'un moment, la médiation numérique, peut-être qu'on n'en fera plus, on aura touché tout le monde, et cetera, et donc bah, ce serait bien aussi un petit peu de diversifier nos activités». Bon, on en parlera tout à l'heure, mais force est de constater qu'en 2014, on en fait tout le temps. Le besoin est toujours là, voire même, il est même encore plus important qu'avant. Donc, en 2011, donc en plus de l'espace de formation, et donc l'embauche d'un animateur numérique, c'est-à-dire moi-même. En 2013, on a créé une web TV. Alors à la base, c'était une web radio, donc c'est simplement un local, un local TV où on mettait à disposition du matériel pour que, alors c'est essentiellement des jeunes qui l'utilisaient, pour qu'ils viennent créer leur émission ou qu'ils viennent un petit peu bah, accéder au matériel pour créer du contenu audiovisuel. Alors ça s'est arrêté parce que maintenant il y a eu le développement des plateformes comme YouTube. Maintenant on peut très facilement, streamer avec son téléphone, et cetera. Mais c'était une première approche en fait pour avoir, une nouvelle activité. Également en 2013, il y a eu la création d'un espace de coworking. Donc ça a commencé avec 5 bureaux. Alors là, on n'est pas vraiment dans un coworking avec un open space. On va vraiment être, avec des bureaux un peu cloisonnés. Alors il faut savoir qu'ici, on est près du Luxembourg, on est près de la Belgique, on est près de l'Allemagne. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui faisaient en fait, bah, la route pour aller travailler justement, de Verdun ou même de la Meuse, bah, dans ces pays-là. Donc ça prenait à peu près 1 heure et demie de route, et cetera. Et le but, c'était de se dire: «Bah, on vous offre un cadre, où vous pouvez travailler et ça vous évite de faire tous ces déplacements». Bah, déjà pour le cadre de vie, c'est déjà beaucoup mieux, hein, on perd moins de temps sur la route, et cetera. Heu
voilà, travailler en ruralité, donc tout très vite, ça a trouvé vraiment son public et maintenant on a même développé, on est pratiquement à 12 bureaux, plus un bureau qui est tout le temps en accès libre. Également en 2015, donc pour aller plus loin, on a créé un Fab Lab, avec l'embauche d'un Fab Manager. C'est-à-dire qu'on a vraiment une personne qui est responsable du Fab Lab et qui est ouvert, continuellement, du lundi au samedi. Donc beaucoup de personnes se sont greffées, hein, c'est là qu'on s'est monté un peu l'esprit de tiers-lieu. Beaucoup de personnes se sont greffées un petit peu au Fab Lab, à ces choses-là et c'est là qu'on a, avec ces personnes-là, créé un repère café. Donc le repère café, pour ceux ça parle pas, hein, c'est des personnes qui vont venir, et être accompagnées pour, faire réparer, un objet du quotidien. Donc souvent, ce qu'on dit, c'est l'opération La Dernière Chance et en 2021, on a créé, un espace e-sport, un espace de gaming, sur lequel je reviendrai, par la suite. Alors, pour revenir au niveau de l'inclusion numérique, donc comme je vous dis, on fait ça depuis 2011. On a accompagné à peu près 2 500 personnes. Alors, on a un fonctionnement qui est ce qu'on appelle les formations à la carte. Alors, il y a certains qui font des formations où les usagers, on va leur dire, par exemple: «Vous venez tous les lundis de telle heure à telle heure» et ils ont un parcours qui va être fléché. Ici, on va avoir un fonctionnement un peu différent, c'est-à-dire qu'on va proposer un planning de formation avec des thématiques variées. Alors ça peut aussi bien aller de la bureautique, de l'internet, la sécurité de l'entretien, du montage vidéo, la retouche photo, les démarches en ligne et cetera et les gens, en fait, se positionnent, s'inscrivent aux activités qu'ils veulent faire. Donc ça permet, en fait, de toucher des personnes qui sont totalement débutantes ou des personnes qui veulent aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire qui veulent un petit peu se perfectionner et c'est vrai que nous, on a vu que les personnes n'ont pas forcément les mêmes besoins. Il y en a qui veulent utiliser l'informatique, pour leurs loisirs, d'autres plutôt pour communiquer avec leur famille et cetera. Donc en fait, ça leur permet qu'ils créent eux-mêmes leur emploi du temps avec leurs besoins et donc c'est un fonctionnement qu'on a depuis 2011 et qui fonctionne, plutôt bien. Alors au-delà de ça également, on fait des rendez-vous individuels, c'est-à-dire que vraiment une personne qui a une problématique, pour faire par exemple une démarche en ligne et cetera, ça peut être compliqué de le faire en formation, donc là on va faire des rendez-vous individuels. Et également, ça nous arrive de faire des formations en dehors de nos locaux. Alors pourquoi? Parce qu'ici, on est en ruralité, les personnes, c'est difficile de venir jusqu'à nous. On a un bus le matin, un bus le soir et cetera. Donc on délocalise en fait notre espace de formation des fois, dans d'autres lieux. Alors des fois, ça va être, dans une salle d'une mairie, des fois ça va être, dans un centre social. Donc ça nous arrive de faire ponctuellement en fait des formations un petit peu en dehors de nos locaux, pour aller vers la population qui en a besoin. Alors, les constats qu'on a pu mener, alors comme je vous disais, on fait ça depuis 2011, mais la médiation numérique, elle répond vraiment à un besoin qui est tout le temps, utile. Alors tout à l'heure, je vous parlais de fracture numérique, alors elle existe, mais maintenant je vais plutôt parler de fracture des usages numériques. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent en formation, attention, hein, je parle pour nous, hein, c'est peut-être pas un cas dans tous les autres, EPN ou tiers-lieux. Souvent, elles sont équipées, mais elles ne savent pas utiliser leur matériel. Alors c'est pour ça que maintenant, je parle moi un peu plus de fracture des usages. Elles sont équipées, elles ont internet, mais elles ne savent pas forcément utiliser leur matériel. Donc comme je vous disais, la plupart sont équipés. Ils viennent avec leur matériel. Alors on a des ordinateurs à disposition, hein, mais la plupart viennent avec leur matériel. Ça les rassure. Pour eux, l'ordinateur qu'il y a au Numéripole, c'est pas le même qu'ils ont chez eux. Également 95 des usagers qui viennent ont plus de 60 ans. Donc ça, c'est un constat qu'on a fait, hein, c'est beaucoup, de personnes, des retraités et cetera et les besoins qu'ils ont, alors ça reste les mêmes, depuis 2011, même si les démarches en ligne ont vachement augmenté. C'est surtout dans une optique de rester en contact avec leurs familles, qui souvent sont un petit peu éparpillées et cetera et pareil, on est en zone rurale encore une fois, donc c'est un peu plus compliqué. Faire tout ce qui est démarches en ligne, là, ils ont conscience que, maintenant, ils sont obligés de s'y mettre pour, faire leur déclaration d'impôts et cetera et également dans une optique de loisir et ils viennent ici souvent, parce qu'ils ont conscience que maintenant, il y a plus le choix, il faut absolument se mettre au numérique pour, comme ils disent, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, pour pas se retrouver en fait en marge de la société. Donc maintenant, il y a un peu un esprit de conscience qui se fait que, faut y aller et plus on va mettre de temps à y aller, plus ça va être compliqué par la suite. Et je crois que votre ville est labellisée, 5, arrobase, c'est comme ça qu'on dit, Oui, je crois. alors En quoi votre lieu justement contribue à cette connexion à l'avenir et est-ce que, on l'a vu, il y a quelques jeunes, sur les photos. Est-ce que vous arrivez justement à capter, les jeunes? On a souvent un préjugé d'une génération, internet.
alors qu'en fait, ils ont tout aussi besoin d'être formés sur les compétences de base du numérique. Donc, est-ce que vous arrivez à les capter et est-ce que vous rencontrez sinon des difficultés? Et bah, justement, on va le voir sur les prochaines slides. Ça, on va en parler un petit peu. Donc les problématiques qu'on rencontre, bah, comme disait Jean-Alexis, c'est que, bah, on touche essentiellement des seniors et c'est très difficile, alors même si vous allez voir qu'on a trouvé des moyens, pour toucher le public, jeune ou les personnes qui sont actives. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce qu'on a mis en place et cetera. Public jeune, très compliqué à faire venir dans le tiers-lieu ou même venir en formation. Pour eux, bah, ils en ont pas forcément besoin. Donc c'est là qu'on a mis en place des choses où on va plutôt aller vers eux, que les faire venir, même si on y arrive. Et les actifs, alors c'est-à-dire que les actifs, bah, on s'est dit: «Bah, pourquoi on touchait pas d'actifs en formation?» Bah, on s'est dit: «Bah, on va faire des formations le soir», donc vers 18:00, 19:00, 20:00. Pas forcément plus de public. On s'est dit: «Bah, du coup, on va en faire le week-end» et pareil, on n'en touchait pas forcément plus. Alors, on a fait simplement un constat, on a fait une petite enquête. Bah, il s'avérait que le public actif, bah, le soir, c'est un peu compliqué pour eux. Ils récupèrent les enfants, ils sortent du boulot, donc ils ont pas forcément le temps, ça va à manger et cetera, donc le soir, difficile de les toucher et les samedis, bah, souvent, c'est là où ils vont faire les courses et cetera, donc c'est pareil, très difficile à qu'ils viennent par eux-mêmes. Et pareil, problème de mobilité. Comme je dis, nous, on a Bras-sur-Meuse, un petit village. En ruralité, ben, les gens, on va dire, s'ils ne sont pas équipés d'une voiture, c'est très difficile à eux de venir directement se former dans nos locaux. Et pareil, la difficulté de toucher le public invisible, parce que là, les personnes que vous voyez, la plupart, elles viennent par elles-mêmes en formation. Et en fait, on a un public invisible qui vraiment, ben, restent chez eux, voilà, savent pas utiliser le numérique, ne vont pas forcément venir demander de l'aide et donc ça, c'est compliqué et pareil, la problématique qu'on a, c'est souvent les gens, bah, ils ont peur de faire les démarches, de venir, se former. Pour eux, ils sont nuls, ils y arriveront pas et cetera. Donc ça, c'est problématique qu'on a rencontrées et donc juste Et après, je vais vous montrer un petit peu les solutions qu'on a trouvées pour ouais, résoudre tous ces problèmes-là. je me devrais aussi un petit peu gardien du temps, donc si en 3 minutes, on peut présenter les solutions, comme ça, on pourra Ouais laisser aussi la parole à Stéphane pour la fabrique des possibles. et bah, alors les solutions trouvées. C'est que, bah, pour faire venir ce public jeune ou même d'autres personnes formées au numérique, c'est qu'on a, monté des partenariats, alors notamment avec les centres sociaux, les centres de loisirs des associations, qui eux avaient leurs membres et eux directement, bah, savent qu'on fait de l'inclusion numérique, vont directement nous envoyer en fait leur public. Et ça marche notamment avec les jeunes où, bah, les jeunes ne viendraient pas forcément Fab Lab par eux-mêmes et bah, c'est là, en fait, qu'on va monter des ateliers, avec les centres sociaux. Ils vont venir pour réaliser des objets et cetera, vont voir un petit peu ce qu'on fait dans le tiers-lieu et finalement vont accrocher. C'est pour ça que, par exemple, bah, le Fab Lab, on l'ouvre le samedi matin, maintenant, c'est les gens qui viennent par eux-mêmes. Donc ces partenariats avec d'autres structures nous permettent, bah, déjà de se faire connaître et montrer un petit peu, ce qu'on fait. Bah, également tous ces partenariats, donc quand je parle des centres sociaux et cetera, c'est souvent un public qui est un petit peu en difficulté, donc c'est eux qui en ont besoin. Ça, je vais un petit peu plus vite, hein Mmh. et bah, c'est pour ça qu'aussi qu'on propose justement des ouvertures, que ce soit en soirée ou même le week-end pour le Fab Lab, pour que vraiment ça soit ouvert, en fait, au plus grand nombre. Également, bah, par rapport au public jeune, on a des problématiques pour les toucher, donc ils venaient pas forcément dans nos locaux. Donc on se dit: «On va plutôt aller vers eux». Donc c'est pour ça qu'on a embauché un CNFS qui, lui, va directement aller dans les écoles, dans les centres sociaux, dans les lycées et cetera pour, faire, bah, alors la médiation numérique, ça va être plutôt, les réputations, les fake news, la sécurité sur internet et cetera. Donc voilà, notre CNFS intervient, à plusieurs endroits et également on a ouvert en fait une salle, de gaming, dans nos locaux. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit: «Bah, le public jeune, le plus difficile, c'est de le capter, c'est de le faire venir la première fois». Donc on va les faire venir avec du jeu vidéo et après, en fait, ils vont pouvoir découvrir, en fait, tout ce qui gravite autour. Je parlais du Fab Lab et cetera, donc il y en a qui sont venus pour, jouer aux jeux vidéo et finalement, ben, ils viennent tous les samedis matins pour créer leurs objets au Fab Lab, être accompagnés. Également avec le jeu vidéo, on va faire aussi de la médiation numérique. Quand on fait une pause, bah, tenez, voilà, on va parler des réseaux sociaux et cetera. Donc le but, encore une fois, c'est de les capter pour leur montrer tout ce que tout ce qui est possible, tout ce qui est proposé au sein du tiers-lieu.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant de voir, les solutions, que vous mettez en face des problématiques que vous, pouvez rencontrer et on va passer alors peut-être très rapidement sur cette slide, là, si tu veux, je peux te laisser la présenter ou en tout cas, sinon elle sera disponible dans le support. Ouais, je vais aller très vite. Alors c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est super court pour présenter les choses. Donc nous, tout ce qu'on fait au niveau du numérique, ça a eu un intérêt pour la commune de Bras-sur-Meuse. C'est pour ça qu'ils nous suivent et cetera et c'est vrai que sans, l'apport politique de base et encore maintenant, c'est très difficile de fonctionner. Voilà, il faut vraiment que les politiques nous suivent. Donc avec toutes les choses qui ont été mises en place pour la population au niveau du numérique, donc Bras-sur-Meuse a été labellisé 5 arrobase, par, Ville Internet. En gros, c'est, un peu comme les villages fleuris et cetera. Donc c'est le maximum 5 arrobase sur 5 et grâce à ça, en fait, la mairie, heu, ça leur apporte beaucoup en termes d'image. Grâce à ça nous a fait venir, bah, justement, comme je disais, ben, la presse nationale, aussi bien TF1, France 2, France 3 pour faire des reportages pour leur JT et cetera, la presse aussi nationale. Donc aussi en termes d'image, toutes les activités qui sont liées à la population, c'est un avantage qui est vraiment, très important pour la commune et également pour nous, pour les tiers-lieux. Et alors nous, on a un tiers-lieu vraiment dédié au numérique, mais on a commencé à mettre en place d'autres activités un peu moins numériques et donc la force du tiers-lieu, ça va être quoi? C'est une personne peut-être qui va venir pour se former au numérique et puis qui va peut-être faire autre chose, avec des associations qui sont sur place et cetera ou inversement. Donc voilà pour faire, très vite en 10 minutes pour laisser un petit peu de temps à Stéphane. Merci beaucoup. Stéphane, c'est à toi. Alors, tu vas nous parler de la fabrique des possibles, donc une autre casquette que celle, du début du webinaire sur les tiers-lieux. Enfin ça reste quand même très limé et là donc à la fabrique des possibles, est-ce que vous accompagnez les mêmes types de publics qu'au Numéripôle? Est-ce que vous rencontrez les mêmes problématiques? Est-ce que vous avez les mêmes solutions? Je sais pas, si ton micro est coupé ou si tu Oui, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de remettre le micro. Donc oui, je disais qu'on a effectivement à la fabrique des activités assez comparables à ce que fait le Numéripôle, même si on a des publics assez différents, puisque nous, on est en quartier prioritaire de la politique de la ville. On est basé à Vendeuvre-lès-Nancy, donc Vendeuvre, pour ceux qui ne s'y situent pas, donc c'est en banlieue de Nancy, c'est 30 000 habitants, c'est la deuxième ville du département, et c'est près de la moitié de la population qui habite en quartier prioritaire. Donc avec les difficultés sociales qu'on rencontre habituellement dans ce type de quartier. Et le projet de la Fabrique des possibles a émergé aussi, comme à Bras-sur-Meuse, de la commune, où le maire avait la volonté de créer un tiers-lieu dédié au numérique sur son territoire. Et moi, j'étais agent de la ville à l'époque, et on a notamment constitué un collectif pour répondre à un appel à projet qui s'appelle Fabrique de territoire, qui était porté par l'NCT et qui nous a permis de démarrer le projet. Donc le lieu a ouvert fin 2021, donc ça fait bientôt 3 ans qu'on est ouvert, avec plusieurs pôles d'activité au sein du lieu. Je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais surtout vous parler de trois pôles. Le pôle inclusion numérique, euh, avec un conseiller numérique qui est chez nous, qui donc anime des séquences qu'on appelle le coup de pouce numérique, où là on a fait le choix d'avoir un accueil inconditionnel, sans rendez-vous, sans réservation, sans adhésion, gratuit, pour tous les publics qui peuvent venir pour un accompagnement individuel avec un besoin particulier. On travaille sur ce coup de pouce avec des médiateurs sociaux du chantier d'insertion Réciprocité, qui est basé à Maxéville. Donc on a des médiateurs aussi avec nous, ce qui nous permet d'accueillir tout ce public, puisque c'est à peu près, donc c'est 3 demi-journées par semaine, c'est une dizaine de personnes à chaque fois qui viennent. On a réalisé près d'un millier d'accompagnements en 2023 sur le numérique. Alors beaucoup de sujets autour de l'accès au droit, mais aussi du dépannage informatique ou du dépannage de mobile. Ça peut être aussi réaliser mon CV, ou ça peut être tout simplement apprendre, ou des gens qui ont envie de monter en compétences. Donc voilà, on accueille le public de manière inconditionnelle, et c'est un point important. On anime aussi des ateliers collectifs. Alors soit c'est notre conseil numérique, soit c'est les structures adhérentes de la Fabrique, puisqu'on a une douzaine d'associations qui sont membres de la Fabrique. Là, actuellement, par exemple, juste en ce moment, on a un atelier pour les seniors qui est animé par une MJC,
Et on a une association qui fait du français langue étrangère et qui occupe la salle de formation aussi pour faire un cours de FLE à vocation professionnelle. Donc là, ils font un atelier CV, création de CV pour des personnes qui apprennent le français. Donc toute la semaine, on a différentes structures qui peuvent venir utiliser nos locaux et proposer des actions en matière d'inclusion numérique. Le deuxième pôle d'activité sur le numérique, c'est le Fab Lab. Donc, on a un petit Fab Lab avec quelques imprimantes 3D, des coupeuses vinyles. On a des chantiers bois aussi. C'est pas tout à fait du numérique, mais ça marche très très bien. Avec soit des ateliers, soit de l'accompagnement de projets qui viendraient des associations locales qui ont envie de mener des projets avec leurs bénéficiaires et du coup, on les accompagne. Et puis un accueil individuel aussi les samedis après-midi où toutes les personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de bidouiller, peuvent venir mener leur projet au sein du Fab Lab. Le troisième pôle d'activité autour du numérique, c'est le numérique éducatif. On est partenaire de l'Académie Nancy-Metz, de la délégation académique au numérique éducatif de l'Académie, donc qui est chargée de diffuser les usages du numérique dans l'éducation. Donc à ce titre, on est chez eux, donc on est labellisé laboratoire éducatif. On accompagne les projets qui viennent des enseignants sur les usages numériques. On a également du matériel qui peut être mis à disposition des enseignants ou des associations qui sont membres de la fabrique. Ça peut être des robots, ça peut être des kits Arduino, des casques de réalité virtuelle, du matériel pour faire des web TV, des web radios. Et tout ce matériel est mis à disposition gratuitement des structures ou des écoles. Donc là, en ce moment, on a pas mal de kits qui sont partis dans les écoles et qui vont être utilisés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc ça marche plutôt bien. Et puis, on a pas mal investi le sujet de la parentalité numérique. Et là, c'est vraiment typiquement ce qu'on fait dans les tiers-lieux, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est venu de la part d'animateurs d'une MJC qui sont venus nous voir en disant, voilà, on a ce sujet-là avec nos familles, d'un centre social, pardon. On a ce sujet-là avec les familles, on ne sait pas trop comment l'aborder. Et puis nous, on était justement à ce moment-là en lien avec l'Éducation nationale, donc on a interrogé nos partenaires qui nous ont dit, nous, justement, on est en train aussi d'investir le sujet, on a plein de ressources pédagogiques, on pourrait commencer à mener des actions. Et donc, avec l'appui de la DAN, on a pu mettre en place des premiers cafés des parents sur ce sujet. On en a parlé autour de nous. D'autres associations se greffaient, se sont dit, tiens, nous aussi, ça nous intéresse. On n'arrive pas très bien à accompagner les parents sur la question du temps d'écran, des réseaux sociaux. Voilà, c'est un sujet un peu compliqué. Donc, on a aussi organisé des formations à destination des travailleurs sociaux ou des animateurs dans les assos pour aborder ce sujet. Et là, depuis, on continue à développer en mettant en place des cafés des parents et un club famille numérique qui va regrouper des parents, des professionnels et qui va continuer à travailler ce sujet. Donc, on a une problématique et puis progressivement, on tire le fil en essayant de rassembler les bons partenaires pour travailler ensemble sur ce sujet. L'autre volet important aussi à la fabrique, c'est qu'on est animateur du réseau de l'inclusion numérique du Grand Nancy. Donc ça, c'est parti d'un diagnostic de We Take Care qui avait été réalisé sur le Grand Nancy fin 2019, début 2020. Et dans ce diagnostic était notamment relevé le besoin de coordination, de mise en lien des acteurs de l'inclusion numérique. Donc nous, on a relevé le challenge. On a dit, nous, pourquoi pas, on pourrait animer ce travail-là. Donc, on anime le réseau des acteurs avec une coordination territoriale qui se réunit tous les mois. On organise des webinaires, des formations pour notamment les conseillers numériques. On a mis en place des groupes de travail sur la question de l'autonomie numérique. Ça, c'était en 2022. Donc, on a produit un petit rapport que vous allez retrouver sur notre site internet qui partage en fait un peu des problématiques communes à l'ensemble des acteurs. On a mis aussi un plan d'action aussi pour l'équipement en matériel reconditionné des familles qui sont dans le besoin, qui sont identifiées par des travailleurs sociaux. Et on travaille avec un chantier d'insertion qui s'appelle Infocel, qui reconditionne du matériel et qui ensuite peut être mis à disposition des familles. On a équipé, je crois, à peu près 300 familles du Grand Nancy avec du matériel reconditionné gratuitement. Donc, ça permet aussi de continuer à avancer sur ces sujets-là d'inclusion numérique. Donc, voilà. Oui, Stéphane, je me demandais si comme il reste 7 minutes, s'il y a des personnes qui veulent te poser des questions ou à Loïc, enfin, sauf si tu as un dernier mot à dire encore sur la fabrique des possibles. Mais... Ouais.
Peut-être juste un petit mot sur notre ADN. On travaille beaucoup avec des logiciels libres, y compris sur nos postes en libre accès ou sur les postes de formation. On accueille le groupe d'OpenStreetMap Nancy qui vient se réunir chez nous. On a une association aussi qui fait la promotion du libre et qui est adhérente de la Fabrique. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre ADN de faire la promotion des usages du libre en général, et ça fonctionne plutôt bien, voire même très très bien. Voilà, je voulais juste le préciser. Super. Moi, j'ai pas mal de questions, mais je voudrais laisser la parole au public, en fait. Si vous avez des questions, soit pour Loïc, soit pour Stéphane, n'hésitez pas à prendre la parole, à découper votre micro, à ouvrir votre micro. Sinon, je lancerai la première question, parce que la première question est toujours difficile. C'est toujours difficile de se lancer, mais moi, j'ai l'impression que pour un public, quand on rentre dans un tiers-lieu, finalement, on ne sait pas si on rentre, enfin, les gens qui me regardent ne savent pas si je rentre pour me faire accompagner sur le numérique, ou si j'ai envie d'aller réparer mon téléphone, ou si je vais chercher quelqu'un qui a été à un atelier. Et finalement, est-ce que ça déstigmatise pas justement les publics qui vont se faire accompagner? On ne sait pas vraiment pour quel, voilà, est-ce qu'ils vont se faire accompagner sur une permanence du CCAS? Donc finalement, est-ce que ça lève en fait peut-être un frein, une peur une petite honte de pas savoir faire les choses. Et ça les emmène justement vers les ateliers. Euh, alors moi, pour mon cas, au contraire, je pense qu'ils viennent pour quelque chose. Alors, ils ne savent pas par qui ils vont être accompagnés, hein, mais ils viennent pour une problématique concrète. Et le fait qu'ils viennent pour quelque chose, après, ils vont découvrir en fait les autres activités qui gravitent autour. Mais je pense c'est même pour notre cas, ils viennent pour quelque chose de précis. Alors, je ne sais pas si Mhm. c'est la même chose pour Stéphane. Ouais, je suis assez d'accord. Nous, on n'est pas ouvert depuis très très longtemps, et c'est vrai qu'au début de l'ouverture, il fallait faire venir les publics. On a été beaucoup appuyé là-dessus avec les associations qui sont membres de la Fabrique, qui sont venues, notamment le CCAS, par exemple, de la commune, à inviter ces publics à venir nous voir. Les centres sociaux également, les associations, ça nous a permis ensuite de contacter les publics. Après, ce qui est important, c'est d'avoir une grande diversité. On a un fonction très très ouvert, la cuisine est disponible, tout le monde peut se faire un café, donc ça va se croiser un peu à cet endroit-là. Et c'est ça qui va permettre ensuite de rebondir d'une activité à une autre, quoi. Mhm. J'en ai pas trop parlé, mais on a un pôle dédié aux micro-entrepreneurs. Ils peuvent aussi rapidement aller voir le conseil numérique s'ils ont une question en particulier sur le numérique. On arrive comme ça à essayer de proposer d'autres solutions, d'autres opportunités au public qui viennent, et pour qu'ils puissent aller d'une activité à une autre. Mais effectivement, ils viennent souvent pour une raison assez précise, et puis ils repartent, ou ils reviennent parfois pour une toute autre raison, parce qu'ils ont découvert autre chose. Oui, c'est en fait ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, mais c'est que effectivement, en fait, ils viennent pour quelque chose de précis, et c'est plutôt le regard extérieur. En fait, on ne sait pas s'ils vont venir parce qu'ils ont une difficulté sur une démarche en ligne, et peut-être que justement, ce fait que ça soit assez neutre en fait, comme lieu, qui est tout type de public, bah, ça peut aider à demander de l'aide en fait sur quelque chose. Euh, Ouais, en tout cas, nous, ça fonctionne très bien. Je vous parlais des médiateurs de réciprocité. C'est aussi des médiateurs qui sont en chantier d'insertion, qui sont eux-mêmes en insertion. Et du coup, c'est des personnes qui connaissent assez bien les problématiques sociales des publics que nous, on connaît, que nous, on rencontre, qui viennent nous voir. Donc, il y a quelque chose de très horizontal, en fait, qui se fait. Et du coup, tout se fait de manière assez naturelle, même si à côté, il y a des porteurs de projets de création d'entreprise qui sont dans un espace de coworking, qui sont en train de bosser. Mais tout ça se croise de manière assez fluide, finalement. mhm. De manière assez naturelle. Voilà, donc ça, Alors, il y a aussi une quelque fois chose qu'on qui laisse peut ouvert les choses, ça marche, quoi. ce qui peut être intéressant, c'est que des fois, ils viennent en tant qu'usagers. Et finalement, on a des personnes qui disent, bah tiens, vous faites un repère café, moi j'ai des compétences. Donc ils viennent en tant qu'usagers, et finalement ils terminent, ou ils continuent, on va dire, en tant qu'acteurs au sein du tiers-lieu. Voilà, ils vont se Mm. rattacher à un dispositif ou à une activité qui dit, ah bah tiens, ça m'intéresse, je m'y connais, bah justement, je vais donner de mon temps pour accompagner les autres personnes. Donc ça aussi, cette forme d'ouverture peut être super intéressante. Il y a une question sur le financement dans le chat. Comment vous financez les tiers-lieux? Est-ce que c'est des financements publics, privés, du mécénat? Comment ça fonctionne? Pour la Fabrique des possibles, c'est un peu tout ça. On a un appui des collectivités locales, donc de la ville de Vendôme, de la métropole du Grand Nancy, du conseil départemental,
des appuis importants. Et puis, on développe des prestations à travers notre Fab Lab, à travers de la location de salles, à travers le coworking, pour essayer d'équilibrer. Et puis, on va chercher aussi du mécénat. On a été financé l'année dernière par la Fondation AFNIC pour la création d'ateliers en parentalité numérique. J'en parle parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais l'appel au projet est en cours auprès de la Fondation AFNIC, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, c'est toujours très compliqué. Il faut arriver à trouver un équilibre, à hybrider en fait les activités entre du fonctionnement, du financement pur et puis la recherche du financement sur projet à travers des prestations ou des appels à projets. Super, bah merci. En fait, il nous reste 1 minute. Je vais dépasser un petit peu. Il y a pas mal de questions, mais je vois que Loïc répond dans le chat et c'est super. Merci Loïc. Comme ça, on parallélise les réponses. Mais juste peut-être pour vous partager 3 ressources qu'on a trouvées pertinentes à associer à ce webinaire. Des ressources que vous allez retrouver sur la plateforme Les Bons Clics. D'abord, vous avez la ressource Créer un projet d'inclusion numérique dans ma structure. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Il me semble que vous voyez. Oui. Vous allez donc, c'est sur Les Bons Clics, donc c'est notre plateforme gratuite. Vous pouvez vous inscrire en tant qu'aidant dessus. Et vous allez retrouver sur ces liens différentes ressources, un parcours en fait qui dure à peu près 2 heures, un parcours en 4 étapes. Et à l'issue de ce parcours, vous êtes capable d'initier une démarche d'inclusion numérique au sein de votre structure d'insertion. Donc là, en fait, on vous a mis des vidéos, des démarches, des initiatives inspirantes avec des articles, des guides, des templates pour cadrer et construire vos projets, que ce soit des trames d'animation, des fiches actions. Donc c'est assez complet. N'hésitez pas à aller les consulter. Je vous ai aussi mis un autre parcours qui s'appelle Créer un projet dans ma commune. À l'issue de ce parcours, vous êtes capable d'initier un projet d'accompagnement sur le numérique pour les habitants de votre commune. Donc là, vous allez retrouver une partie sensibiliser les partenaires et les acteurs locaux de l'inclusion numérique. Parce que comme ça a été rappelé longuement dans ce webinaire, eh bien, la réponse à l'inclusion numérique, elle doit être coordonnée entre différents acteurs. Et c'est ça aussi la force des tiers-lieux, c'est que ces acteurs se retrouvent aussi finalement dans un même, géographiquement, un même espace. On vous a mis donc dans ce parcours, vous allez retrouver aussi des méthodologies pour construire un projet d'inclusion numérique adapté aux besoins de son territoire. Et donc, enfin, un article, comme le citait Stéphane, sur l'importance des partenariats. Et donc, là, vous avez un article de la maire de Romagné sur un tiers-lieu qu'ils ont développé là-bas. Et donc, le titre de l'article, tous ceux que nous avons contactés nous ont répondu favorablement. Et donc, dans cet article, vous retrouverez pourquoi faire des partenariats, comment et quels avantages en tirer. Je vous partage, voilà, je suis désolé pour cette fin un peu écourtée. Vous aviez sûrement plein d'autres questions, mais en tout cas, encore merci Stéphane et Loïc pour votre participation à ce webinaire. Je vous envoie à tous dans le chat un questionnaire de satisfaction pour améliorer nos webinaires. Vous allez sûrement mettre qu'ils sont trop courts. C'est pas pour nous envoyer des fleurs, mais c'est juste que là, on voit qu'on doit déjà mettre fin au webinaire alors que vous aviez sûrement d'autres questions. En tout cas, Loïc et Stéphane, est-ce que les gens peuvent vous contacter d'une manière ou d'une autre, ou comment ça se passe? Ils ont des questions? Oui, je vais mettre les informations de contact dans le chat. Ok. Et je mets aussi mon adresse mail. Super. Écoutez, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter aussi, Best et WeTakeCare, si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt à tous et merci beaucoup. Merci, au revoir.